Eh bien, merci d'être venu pour cette table ronde donc, sur les nouvelles attentes des épargnants immobiliers. Alors, c'est vraiment une question parce que on a parlé ce matin d'ailleurs de toutes les innovations, tous les changements dans l'immobilier. En plus, les PropTech provoquent beaucoup de changements. Et les investisseurs dans tout ça, les particuliers, comment ils suivent, comment ils mènent, etc. Alors, nous avons pour parler de ce sujet-là 4 personnes. Je commence par votre gauche, Thierry Scher. Thierry Scher, qui est le directeur général opérationnel de Eurial Service. Alors, Eurial est un groupe qui travaille dans la santé. Une grosse SCPI santé et une SCI également santé. Et auparavant, il était le créateur en fait de AGAS Patrimoine, qui est une plateforme de distribution, hein, CGP, différents réseaux indépendants, etc., adossés de Camping Assurance. Donc Thierry est un grand spécialiste de tout ce qui est profession de conseil aux particuliers. Et sa présence ici sera donc importante. Antoine Ferraillant. Antoine Ferraillant, lui, pendant des années, bon, la française, pendant des années, il était dans le B2B, c'est-à-dire qu'il vendait, enfin, il distribuait des produits d'asset management aux institutionnels. Et depuis 4 ans, il a rejoint Money One, qui est à la fois une expérience nouvelle et une success story, puisque c'est acheter des SCPI dans votre fauteuil, tout par Internet. C'était pas forcément évident à lancer. Et il y a un bon rythme de collecte et c'est très bien. Nadim Takchi, lui est plutôt un geek ou un créateur tech, je ne sais pas comment on dit. C'est lui qui avait créé Crédit.fr. Crédit.fr qui est l'une des grandes patronnes, la deuxième je crois, de crowdfunding immobilier. Pour les PME. Crowdfunding PME, pardon, excuse-moi, crowdfunding, mais moi je suis un petit peu obsédé par l'immobilier. Donc, polarisé. Donc, Crédit.fr, donc une plateforme de crowdfunding. Et puis, il vient de créer, bon, ils l'ont créé à 2, mais le Livret P, qui est un système dans lequel on achète comme à la Caisse d'Épargne. J'en parle parce qu'eux n'ont pas le droit d'en parler. Hein. Eux vont nous parler non pas de leur entreprise, mais de ce qu'ils ont compris, de ce que veulent les épargnants. Donc j'en parle suffisamment pour qu'ils n'aient plus le droit du tout d'en parler. Hein. Mais Livret P est une initiative tout à fait intéressante dans laquelle finalement on refait le scénario qui avait été fait à l'origine des caisses d'épargne. C'est-à-dire le particulier fait un livret. Simplement, ces fonds sont utilisés pour investir dans l'immobilier et donc donnent une certaine rentabilité au livret. Mais pour le particulier, c'est comme un livret bancaire. Hein, ou un livret d'épargne, alors que c'est clairement dans l'immobilier. Et en fait, les caisses d'épargne sont nées de cette façon-là avec les obligations. Hein. Autrefois, le taux de rendement de la caisse d'épargne, c'était le taux de rendement de la rente de l'État français. Et on prenait l'argent des épargnants, on le plaçait en obligation, et donc on pouvait leur donner un taux. C'est le principe du livret P, mais appliqué à l'immobilier. Et enfin, Joël Giraud, qui lui est aussi du côté conseil en gestion patrimoine. Alors, il a été chez Primonial pendant des années, et depuis quelques années, il est co-gérant de Berger Associés, qui est un gros cabinet de gestion de patrimoine, et il a une originalité. C'est que, enfin, une ou plusieurs, mais enfin, il est producteur de cinéma. Et à quelques-uns, et notamment avec la fille de Claude Lelouch, ils ont lancé une crypto-monnaie, le Clapcoin, pour financer le cinéma. Voilà. Alors, je ne sais pas si, avec cette expérience, tu sauras nous dire s'il y a des attentes particulières des épargnants immobiliers, mais en tout cas, c'est peut-être plus au Joël Giraud ou Berger Associés qu'on va s'adresser aujourd'hui. Alors, je propose à Nadim, par exemple, de répondre à la question, c'est-à-dire
comment tu analyses les nouvelles attentes des épargnants immobiliers? Alors, il vaut peut-être mieux te lever. Du coup, je vais me lever. Comme ça, on aura le son et la vue. Très bien. Les nouvelles attentes des épargnants immobiliers, c'est un peu le constat qu'on s'était fait avant de lancer le livret P, où on a réalisé qu'il y avait énormément d'argent qui dormait sur des comptes courants et des livrets à l'époque qui rapportaient pas grand-chose, des livrets bancaires, parce qu'il n'y avait pas parce que les solutions existantes, ou la majorité des solutions existantes, ne s'adressaient pas à la plus grande partie de la population. Et on a réalisé que les gens avaient besoin d'une solution qui soit simple, simple dans son utilisation, simple dans sa compréhension, qui soit accessible, qui puisse être accessible via une solution digitale avec un onboarding, une création, une ouverture de compte très rapide en quelques minutes. On a besoin de ça aujourd'hui, surtout les jeunes et de plus en plus. Ils ont besoin de transparence. Ils ont besoin de voir en fait ce qu'il y a derrière, ce dans quoi on investit. Aujourd'hui, quand on a trois quarts des gens ne savent pas ce qu'il y a derrière le livret A. Ils savent que c'est juste un livret bancaire garanti par l'État, etc. Donc il y a quand même ce besoin aujourd'hui de transparence, de savoir où va notre argent, où est-ce qu'il est investi, est-ce qu'il a aussi un impact. Et enfin, de la liquidité. Et donc au moins un semblant de liquidité pour savoir qu'on peut récupérer ses fonds de manière rapide et fluide. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour lesquelles les gens gardent leur argent sur leur compte courant par peur de perdre cet argent, par peur de ne pas pouvoir le récupérer quand ils en ont besoin. Et donc c'est dans cette optique-là qu'on a voulu créer le livret P pour pouvoir répondre à ces problématiques-là en combinant la simplicité et la liquidité du livret A à la performance et la sécurité de l'immobilier. Et donc de là est venu le livret P avec aucun frais d'entrée, minimum 100 euros, un rendement fixe, une transparence derrière et la possibilité de récupérer ses fonds à tout moment, même si on est investi sur l'immobilier. D'accord. Donc, c'est la définition d'attente particulière ou nouvelle ou potentielle, en fait. On a réalisé que les SCPI, elles font très bien le boulot. Elles collectent 8, 9, 10 milliards par an. Donc, c'est d'ailleurs des collectes qui sont en croissance tous les ans. Mais on estimait qu'elles ne s'adressaient pas à tout le monde. Donc nous, on n'est pas venu faire de la compétition aux SCPI. Au contraire, d'ailleurs, on est en train de mettre en place des partenariats avec certaines d'entre elles. Et on en parlera un peu plus tard, puisque du coup, on a réalisé que proposer une solution n'était peut-être pas suffisant, puisqu'on a eu un très bel engouement sur nos 6 premiers mois de lancement, avec quasiment 8000 utilisateurs sur l'appli et des millions qui ont déjà été investis. Sauf qu'on a aussi réalisé que les gens avaient besoin de diversité, de diversification un peu de leurs produits. C'est pour ça aussi qu'on lance une plateforme qui va s'appeler OpenStone, où on va proposer des produits, notamment des produits de SCPI, avec du cashback, donc à moindre frais. Et on a un partenariat avec MoneyOne d'ailleurs dans cette optique-là. Mais d'autres produits, tous liés à l'immobilier, du private equity immobilier fractionné, qu'on va rendre accessible à des investisseurs non professionnels. Donc on passe de 100 000 euros minimum, voire 500 000 euros minimum, à 1 000 euros. Et d'autres produits de club deal immobilier et autres. Donc on réalise que les gens aujourd'hui en France, le placement préféré des Français, c'est l'immobilier, parce que c'est un placement qui est tangible, qui rassure, qui est concret et qui a été résilient ces dernières années malgré la période par laquelle on passe. Et donc arriver à combiner cette solidité que les Français adorent à un produit qui soit digital, liquide et qui puisse en fait permettre l'accessibilité à absolument tout le monde, ben c'est ce dans quoi nous on se positionne. Ok, merci. Merci. Donc je note simple, digital, accessible, liquide. Antoine Ferriand, donc, comment tu analyses l'évolution des attentes des épargnants, en nous parlant plus de ces attentes que de MoneyOne, s'il te plaît. J'ai bien compris. Nadim a un peu dérapé, là. Hein, pas de promo. Bonjour à toutes et à tous. Je rejoins ce que disait Nadim. On est parti, nous, d'un constat, c'est que l'immobilier, ça reste la classe d'actifs qui est la préférée des Français. Elle est la préférée des Français parce que c'est culturel. On a tous entendu chez nous, voilà, les premiers sous qu'on arrive à mettre de côté, il faut les mettre dans l'immobilier. Achète un appartement, loge-toi, et après tu verras où est-ce que tu places le restant. C'est également le placement préféré des Français, parce que le Français, il est adverse au risque. Il veut
bien évidemment volontiers toucher 10% par an. Par contre, la capacité de perdre son capital, il ne veut pas en entendre parler. Donc, il y a ces deux choses-là qui se rejoignent et qui font que l'immobilier est la classe d'actifs préférée des Français. Par contre, acheter un appartement cash ou à crédit, bah, ça, c'est réservé à une petite partie de la population. Et donc, quand on a créé Money One, si tu me permets, Guy, on s'est dit, voilà, il faut qu'on arrive à démocratiser ce produit et le rendre accessible au plus grand nombre. Donc, la pierre angulaire des attentes des Français, c'est de trouver un produit qui soit à la fois rémunérateur, plus rémunérateur que les livrets. Les mois qui vont venir vont être un petit peu compliqués pour la classe d'actifs immobilières parce qu'on a des livrets A qui, eux, vont, de par l'augmentation des taux, retrouver des taux de distribution qui sont importants et donc venir comprimer la prime de risque sur l'immobilier. Mais une fois de plus, sur la durée, ce que cherche l'investisseur, c'est d'avoir un rendement qui soit linéaire dans le temps, sans avoir trop de volatilité et surtout ne pas mettre en danger son capital. Et donc la SCPI, ça répond en partie à l'ensemble de ces prérequis de la part des investisseurs parce que ça amène une certaine stabilité dans le temps. Et la première promesse d'une SCPI, c'est de délivrer du rendement. Et donc ça coche une seconde case. Donc la première attente des investisseurs, quelle qu'elle soit, que ce soit à travers l'immobilier ou n'importe quelle classe d'actifs, c'est de trouver de la sécurité. La deuxième, et là je ne peux que partager une fois de plus ce que tu dis, c'est l'accès à ces produits de manière digitale et d'avoir un conseil, je dirais, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, c'est de trouver des solutions qui permettent la compréhension de ce produit. On est de plus en plus interrogé sur mais dans quoi j'investis, sur les frais, une transparence, une fois de plus, au niveau des frais, et surtout sur des nouveaux usages, entre guillemets. Le versement programmé en est un. Auparavant, on ne peut pas investir dans l'immobilier à travers un appartement en mettant, si ce n'est à travers le crédit, quand on peut considérer que le crédit est un versement programmé quand j'achète un appartement, mais au final, on ne fait que capitaliser. Le fait de pouvoir... S'il te plaît, Antoine, où est la dynamique? Est-ce que c'est vous qui proposez du versement programmé ou est-ce qu'il y a une demande forte pour ce type de démarche? Il y a une demande forte de la part du marché pour respecter justement les codes d'un livret A, par exemple. Tout le monde a l'habitude de mettre 20, 50, 100 euros sur son livret A. Pourquoi cela ne serait pas possible de le faire sur des produits comme la SCPI, comme un livret P, etc., etc. Donc, une des attentes du marché, c'est de pouvoir s'exposer à ce type de produit, mais de la même manière qu'un produit bancaire classique. Donc, il y a vraiment une nouvelle attente du marché, c'est de pouvoir faire ça. Réinvestir ses coupons, c'est également quelque chose qui nous a été demandé de la part de nos investisseurs. C'est de dire, bah voilà, moi j'ai investi dans de la SCPI. Alors il y en a certains qui ont besoin du rendement trimestriel de ces produits-là pour consommer ou en complément de retraite. Et il y en a d'autres qui se disent, bah, si ça me permet de mettre encore un pied supplémentaire à l'épargne sans avoir un effort d'épargne supplémentaire, bah, je coche également une seconde case. Donc on s'aperçoit aujourd'hui que l'immobilier tel qu'il existait auparavant, de manière très classique, j'achète un appartement, je m'y loge, ou j'achète un appartement, je mets un locataire. Aujourd'hui, il y a des produits, comme la SCPI, les livrets P, qui permettent de respecter ça, et une avancée technologique qui permettent également aux clients de comprendre ce dans quoi ils investissent et de pouvoir le faire quand ils le souhaitent. D'accord. Alors, avec le micro. Non, mais en fait, c'était justement, juste pour rebondir, c'est vrai que le livret A est monte à 3%, et forcément, ça va poser problème pour les produits un peu liés à l'immobilier, puisque eux ne vont pas forcément doubler ou faire x6 en l'espace d'un an, comme le livret A pu faire. Sauf qu'il faut savoir une chose aussi, c'est que il y a énormément de monde dans mon entourage, des gens éduqués financièrement, qui se retrouvent avec des dizaines et même parfois des centaines de milliers d'euros sur leur compte courant, qui sont juste là à attendre et qui ne sont pas investis par peur, qui ne sont pas investis par peur et par manque d'accessibilité ou de compréhension de certains produits. Et donc c'est ces gens-là qu'il faut aller récupérer pour les SCPI, pour le livret P et pour tout le reste, parce que cet argent dort et c'est surtout, ils perdent en fait de l'argent avec l'inflation, etc. Ils perdent énormément d'argent sur leur... Voilà. D'accord.
Alors, je note que dans ce qu'a dit Antoine, qui allait un petit peu plus loin que Nadim, mais qui va tout à fait dans le même sens, c'est que dans ses attentes, il y a le fait de pouvoir acheter n'importe quoi à 2 heures du matin de chez soi. Alors, pas n'importe Hein quoi. Oui, non, mais on est d'accord. De pouvoir tout acheter, des produits sérieux, etc. On donnera les adresses, etc. Mais à 2 heures du matin ou n'importe quand, etc. C'est vrai, il n'y a plus de notion d'heure d'ouverture. Et puis les petits montants et pouvoir réinvestir les coupons. Donc il y a une évolution en fait. À force de dire aux clients que ça existe, ben, ils l'attendent de plus en plus, si j'ai bien compris. Alors, je vais demander maintenant à Thierry. Donc Thierry Scher, lui a un poste d'observatoire, j'ai envie de dire, très intéressant, puisque sa spécialité, ce sont les conseillers aux particuliers. Donc, là, c'est bien, on ne parlera pas d'un produit en particulier. Donc tu m'as interdit de le faire. Donc. Voilà, mais de la sensibilité, quoi. Qu'est-ce que les clients demandent à leurs conseillers? Qu'est-ce que les conseillers, à la limite, comprennent des nouvelles demandes? Tout ça, ça pourrait être intéressant. En effet, effectivement, cette observation-là qui, je pense, est intéressante et que j'apprécierais de partager avec vous. Déjà, bonjour à tous. Merci de cette invitation et ravi d'intervenir avec ces messieurs. Je pense qu'on est assez complémentaires, mais il y a déjà un mot qui a été dit par tous, c'est la notion de compréhension. Et pour moi, les nouvelles attentes des épargnants, fussent-ils dans l'immobilier ou pas d'ailleurs, ça tourne vraiment autour de la compréhension. Donc ça veut dire qu'il faut éduquer. C'est vrai qu'on a déjà affaire à des gens qui sont préalablement éduqués, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut qu'ils comprennent les mécanismes. Pour l'immobilier, ce n'est pas forcément si simple parce qu'on a souvent des fausses idées. C'est vrai que les SCPI facilitent l'accès à l'information et la compréhension donc, des mécanismes parce que c'est d'une fluidité, c'est d'une simplicité finalement assez intéressante et on aligne bon nombre d'intérêts que sont effectivement la solidité, la robustesse, la visibilité dans le temps, la récurrence des dividendes, etc., etc. Donc tout ça, effectivement, ça milite en faveur de l'immobilier. On y croit tous parce que certains disaient qu'il fallait avoir une Rolex à 50 ans, mais je pense aussi que c'est plutôt mieux d'être propriétaire de sa résidence principale à cet âge-là. Et c'est aussi une des premières attentes, un des premiers objectifs des épargnants. Et moi, ce qui m'intéresse, donc au-delà de cette compréhension, c'est de voir justement comment maintenant les véhicules financiers ou non financiers, quelle que soit leur nature, vont contribuer à aider, à faciliter donc, les différents épargnants à atteindre leurs différents objectifs. Antoine a déjà parlé de retraite avec des mécanismes notamment de versement programmé, etc. C'est ça qui est important. Comment maintenant on met un produit... Le produit maintenant ne se vend plus isolément. Il se vend dans une allocation patrimoniale avec un objectif bien défini. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, on est passé, j'allais dire, de la performance qui était strictement liée à un produit. Ce produit-ci est-il meilleur que l'autre parce qu'il est plus performant? Alors déjà, sur performance, on pourrait disserter longtemps. Je ramasse les copies dans 4 heures. Qu'est-ce que c'est que la performance d'un produit? Chacun aura un petit peu son avis et sûrement des choses différentes et probablement complémentaires à partager. Mais on est passé de la performance à la notion de sens. Et d'ailleurs, entre performance et sens, on pourrait s'amuser d'ailleurs à avoir quelques analogies. Performance, pertinence, efficience, essence, essence. Et le sens, il faut le voir sous 2 aspects. Le sens, au sens, sans jeu de mots, directionnel, vers où on va avec cette faculté d'épargne, avec ces véhicules que l'on a utilisés. Donc là, c'est la contribution que j'évoquais à l'atteinte d'un objectif particulier. Je ne vais pas vous faire la chanson sur la retraite aujourd'hui. Il suffit d'ouvrir n'importe quel média pour être inondé sur le sujet, bien ou pas bien d'ailleurs. Ça, c'est un autre débat. Et sens, deuxième aspect ou deuxième évocation de ce terme-là, c'est au sens sociétal et moral. On veut effectivement donner du sens à son argent. Bon, c'est une formule qui est un peu rabâchée, pardonnez-moi. Mais c'est vrai qu'on le voit de plus en plus et on le ressent de plus en plus, notamment chez les jeunes épargnants. Et je voyais un sondage encore hier sur un autre sujet, mais finalement, on est dans la même veine, où en 30 ans, les personnes sont passées de 60% d'entre eux disaient c'est vachement important mon boulot, mon environnement professionnel, à 20%, ou 21, je crois exactement. Pardonnez-moi le 1% d'écart. C'est pareil pour l'épargne, pour la finance, etc. La performance, certes, mais le sens directionnel ou moral et sociétal, bien plus qu'encore. Et donc, dans le domaine sociétal, nous, on n'est pas trop mal placé pour en parler parce que on ne sauve pas des vies, on n'est pas médecin, on n'est pas chirurgien, etc. Mais on contribue
à ce que des établissements de santé sortent de terre, à ce que des établissements de santé soient rénovés. Et eux, ils contribuent très, très fortement, très directement à sauver des vies. Donc c'est ça notre importance. Nonobstant, et je termine là-dessus, le fait qu'on puisse financer également des causes. Alors en ce qui nous concerne, on finance la cause qui est l'Institut du cerveau, qui est un institut mondialement connu, puisque c'est le numéro 2, dans les recherches sur les maladies neurodégénératives. C'est notre contribution, et je pense que c'est aussi non seulement notre ambition, mais un peu notre ADN. Oui, alors je me levais non pas pour te faire terminer, mais pour t'interrompre et te poser une question. Et justement, on est sur un point extrêmement intéressant, parce que l'un des problèmes majeurs qu'il y a dans la finance aujourd'hui, c'est que beaucoup de grandes sociétés financières, banques, sociétés d'investissement, etc., disent on aimerait bien aller plus peut-être vers tout ce qui est développement durable authentique, mais finalement, les particuliers, eux, ils s'en fichent un peu, c'est la performance qui les intéresse. Et donc, il y a un décalage de mouvement. Or là... Et nous sommes tous responsables de ça. On peut comprendre que quand on met de l'argent de côté, c'est pour que les gérants soient efficaces. Mais là, vous êtes à un point... à Urial, vous êtes à un point d'observatoire très intéressant. Et j'aimerais savoir ton expérience, c'est-à-dire, est-ce que, au niveau des clients, déjà, on verra après au niveau des CGP, mais au niveau des clients, est-ce que le fait de dire, nous, on donne un sens à nos investissements, comme tu as d'autres expériences dans d'autres entreprises, est-ce que tu as l'impression que commercialement, ça répond vraiment à des attentes et que ça facilite le travail des commerciaux, finalement? Alors, spontanément, on nous le demande de plus en plus, c'est évident, mais c'est encore pas un tsunami. En revanche, il y a incontestablement un succès d'estime autour de ce sujet-là. Et la difficulté de nous tous ici, qui passe justement par la compréhension et donc l'éducation que l'on peut inculquer aux différents épargnants, c'est comment on passe d'un succès d'estime à un succès commercial. Et là, vaste sujet. Donc, on n'est pas encore sur ce succès commercial. Tout le monde est d'accord pour dire c'est vachement bien, il faut être impliqué là-dedans, c'est bien, virgule, chez les autres. Et quand moi, il faut que je fasse un chèque ou que j'attribue une partie de ma performance, des frais, etc., vers une cause ou vers le financement de la recherche ou bien dans le développement durable, etc., c'est une autre affaire. Et là, effectivement, on revient à la marotte de la performance. Si ça contraint la performance, c'est difficile. Donc je comprends bien qu'on vient d'un monde... On estime que c'est un effet de levier pour mieux faire ressentir cette performance, en tout cas sur la durabilité de la performance. D'accord. Et est-ce que... Et c'est générationnel, absolument. Donc, c'est très intéressant. Comme on aime l'anticipation, on essaye de se tourner aussi vers les jeunes et de les accompagner. Et les plus jeunes. Et c'est effectivement une tendance qui devient une tendance de fond. Voilà, c'était ma question. Est-ce que c'est vraiment une tendance émergente que de plus en plus le sens fera vendre finalement? Exactement, mais c'est aussi à nous de contribuer à ça. On a un rôle, on a une mission, tous ici dans cette salle, auprès des épargnants, pour dire voilà, c'est devenu quelque chose qui nous rythme et c'est pas un accessoire. D'accord. Alors changeons de niveau. Je comprends la réponse pour les particuliers, notamment les jeunes, nouvelle génération. Et les CGP, eux, ils jouent le jeu de cela? Ou ils vous scrutent sur les performances et pas trop sur le sens? C'est les deux, mon capitaine. Donc, effectivement, aujourd'hui, si on n'a pas la performance, on n'existe pas. Donc, ça, c'est un prérequis. Et après, il faut aller au-delà. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de véhicules, notamment de type SCPI, puisque c'est là-dedans que je suis principalement, qui se ressemblent, qui sont très bien construites, qui sont très bien gérées. On a des thématiques très diverses et variées, donc il y a vraiment de quoi faire des belles allocations d'actifs. Bon, si sur la santé, c'est la mienne, c'est tant mieux. Mais on est vraiment dans un environnement compétitif où tous les compétiteurs sont vraiment de grande qualité. Donc maintenant, il faut trouver le plus. Et le plus qui permet notamment à CGP d'aborder soit des clients, soit des prospects, avec un argument qui est un petit peu différenciant et qui surtout qui embarque. Et quand tu parles de performance, quand tu parles de durabilité, quand tu parles de nos métriques, alors surtout dans les SCPI, TDVM, TD, TOF...
On va éviter. Au bout d'un moment, c'est barbant. Et celui qui comprend, à la limite, c'est même inquiétant. Tu vois, il va me poser après des questions qui vont être extrêmement tordues. Donc, il faut faire rêver aussi, il faut embarquer les gens. Et les embarquer sur des causes que l'on va financer et dire qu'on va contribuer modestement, humblement, mais néanmoins significativement à ce genre de cause. Ça, c'est important. Et à mon avis, ça permet au CGP de sortir du lot. Parce que c'est bien ce qu'ils cherchent, c'est des prétextes de vente. D'accord. Bon, ben, c'était la réponse à la question. Donc, je comprends que aux questions de simplicité, d'accessibilité, etc., de petits montants, de questions pratiques telles que réinvestissement des coupons, etc., il y a aussi une attente de sens. Et alors maintenant, on va se tourner vers... merci Thierry, hein, puis de toute façon, on va revenir. Si je peux me permettre, oui. Guy, depuis le 1er janvier, aujourd'hui, les distributeurs de produits d'épargne sont soumis justement à cette nouvelle réglementation au niveau sociétal RSE, de manière générale. Et on se doit aujourd'hui, nous, distributeurs, de la même manière qu'on scorait nos clients en risque pour leur donner le produit adéquat, on se doit aujourd'hui de les scorer en termes justement de RSE et donc d'investissement green au sens large. Donc le problème est également pris de tout en haut, puisqu'on nous impose, nous, aujourd'hui, en tant que distributeurs, de scorer ces clients pour leur mettre les produits qui répondent à leurs attentes en termes de RSE. Alors, je suis d'accord. Mais la réglementation, elle a fait beaucoup dans l'immobilier, mais elle n'a vraiment marché que parce que, par exemple, je prends l'exemple de l'immobilier, hein, les acteurs du bâtiment, de la construction, ont été eux aussi très leaders dans le mouvement. Donc ce qui nous intéresse ici, et c'est très juste ce que tu dis, mais ce qui nous intéresse ici, c'est est-ce que les particuliers veulent aller dans ce sens. Quelles sont, eux, leurs attentes. Mais quand on n'interface pas un client et qu'il est en face de son écran, si on lui demande tout bonnement, est-ce que tu veux soit faire du bien à la planète quand tu investis, 99% des clients vont répondre oui. Jusque-là. Et l'AMF, par contre, m'impose de poser cette question, et je ne peux pas la poser de la manière suivante. Est-ce que tu es prêt à investir de manière green, quitte à mettre de côté la performance ? Effectivement, là, il mettra non, le particulier. Mais d'une manière très globale, quand on va lui dire « Veux-tu contribuer positivement à la planète ?», il va répondre oui. Donc nous, en tant que distributeur, on se doit de trouver les produits qui répondent facialement à ces besoins. Alors, je voudrais quand même qu'on donne tout de suite la parole à Joël. Juste par rapport à ça, on a fait des sondages, hein, nous, avec quelques milliers d'utilisateurs, et très clairement, c'est la performance qui passait avant tout le reste. Hein. Et on le voit aujourd'hui, même avec pas mal de plateformes qui sont lancées sur des royalties et autres, qui promettent des rendements à 2 chiffres sur de l'immobilier. En fait, les gens, ils y vont, ils réfléchissent pas, ils regardent pas le sous-jacent derrière. Et c'est justement ces plateformes qui ont des problèmes aujourd'hui, notamment avec l'AMF. Voilà. Alors, donne le micro à Thierry. Tu as raison, c'est ce que je disais, hein, la performance est encore en tête de liste. C'est quand même différent selon les profils de clientèle. Et on le voit de plus en plus quand on travaille en ce qui nous concerne, notamment avec des banques de gestion de fortune. Chez les très grosses fortunes, on a passé ce stade. Et donc maintenant, évidemment, la performance doit être là. Mais ce n'est pas le premier argument. Alors, Joël Giraud, là, on a enfin devant nous, il fallait quand même qu'on en ait un à cette table ronde, quelqu'un qui rencontre les particuliers, en chair et en os. Alors, ce qui m'intéresse, je ne sais pas si par rapport aux particuliers que je rencontre chez Berger et Associés, on a affaire à un particulier lambda. Parce que, comme tu le disais Thierry, nous, on est sur un segment de clientèle confortable à très confortable. Et qui sont par des patrimoines relativement diversifiés en définitive. Donc il y a du cash, il y a de l'immobilier nécessairement. Et il se passe quand même quelque chose actuellement sur les taux du crédit. Et par rapport à la problématique de l'augmentation du taux du crédit, du fait qu'on veut toujours avoir l'effet de levier du crédit idéalement, on se retrouve avec un delta qui interroge sur la SCPI typiquement dans notre segment de clientèle, la diversification avec une gestion totalement déléguée, sur une clientèle assez confortable, voire confortable, ça ne les intéresse pas. L'OPCI, encore moins, avec la dimension financière qui impacte l'OPCI sur le rendement. Donc, cette clientèle, le rendement est pour elle absolument essentiel. Et on évoquait le sens, là, tout à l'heure. Sur cette clientèle, quel est le sens aujourd'hui d'aller sur un outil collectif dont le rendement net sera aux alentours de 5, et je ne parle pas de la fiscalité applicable, avec un taux de crédit à 3 ? C'est-à-dire que la dégradation mécanique de mon investissement perd du sens dans ma stratégie de patrimoine
Dès lors que je ne suis pas en train de dire j'ai besoin de financer les études de mon gamin dans 10 ans et que je dois avoir 1 000 euros par mois qui tombent. Quand on n'est pas dans cette problématique-là, ce n'est pas ça qu'on recherche en définitive. Donc nous, aujourd'hui, ce que l'on est en train de retraiter, on retraite déjà tous les équipements des lois fiscales qui arrivent à échéance. Et où on se retrouve avec de l'immobilier en parc et on se dit le vendre en ce moment alors que c'est l'acheteur qui fait le marché parce qu'il y a des problématiques de financement, ben je deviens le prédateur de mon propre prix si on est tous dans la même copropriété en train de vendre au même moment, donc je convertis en loueur en meublé. Donc nous, on convertit en loueur en meublé à tir-larigot en ce moment pour conserver les actifs. Parce que ce n'est pas le moment de vendre. Et là, je parle d'immobilier détenu en direct, puisque au travers des SCPI, effectivement, on est sur une duration beaucoup plus longue. C'est notre objectif. C'est avoir un socle de rendement qui est ce qu'il est, mais quelque part, j'ai traduit en euros en me disant ce nombre d'euros sera idéalement ce qui est nécessaire par rapport à un objectif. Payer 1 000 euros par mois l'étude de mon gamin quand il est à l'université, typiquement. Donc nous, on n'est pas aujourd'hui sur une sensibilité. Mais c'est lié à notre typologie de clientèle, hein, je le précise. Hein, je ne peux pas parler je ne fais pas de statistiques ici. Mais dans le contexte de marché actuel, l'immobilier collectif chez nous est en perte de vitesse totale. En revanche, les solutions d'investissement d'immobilier, soit de cœur, négociées cas par cas, soit effectivement parce que ça a du sens, ou parce qu'il y a un dispositif de style monument historique. Ça, effectivement, ça fonctionne extrêmement bien auprès de notre clientèle. On est sur des produits extrêmement rares qui peuvent être relativement chers, mais qui ont un avantage fiscal non neutre et qui, en définitive, dans leur patrimoine, n'est pas choquant. Ça trouve sa place naturelle, légitime dans un patrimoine construit tel que le leur. Mais là encore, je précise, je n'ai pas une typologie de clientèle qui peut parler pour l'ensemble des besoins des Français. Et le fait qu'il y a des besoins qui ont l'argent de côté et il faut qu'il y ait des sous qui rentrent. Et si j'ai du 5%, je suis très heureux. Alors Joël, une question. Dans cette clientèle de confortable à très confortable, est-ce qu'il y a une évolution des demandes? Oui. Alors, il y a un niveau d'exigence qui ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, la notion de sens, notamment, que l'on évoquait, est-ce que je suis sur une promotion qui est au plan du green, alors soit en greenwashing pur, et auquel cas c'est très mal apprécié, soit lorsque j'en parle à table avec mes amis, je dis j'ai acheté ça, mais c'était vachement bien pour la planète. Donc, et en plus, ça me rapporte, en tout cas, ça vaut de l'argent. Ça les touche. Et c'est un argument aujourd'hui qui systématiquement quand même est évoqué. Je ne dis pas que c'est ça qui va finir l'acquisition. Hein. Ça reste quand même l'emplacement. Hein. Enfin, et puis comment c'est construit, par qui c'est construit, c'est qui le promoteur. Hein. Ça, c'est quand même des gros sujets quand je suis dans le neuf. Hein. Donc là, typiquement, il y a quand même des règles fondamentales de l'immobilier qui sont des choses qui ne bougent pas et qui sont intangibles. Et quelque part, on est sur un actif tangible et réel. Donc ça reste quand même sur des choses qui sont des tangentes, des règles classiques et tangibles, mais qui en revanche, il y a des évolutions effectivement. C'est cette cerise sur le gâteau qui va faire pencher l'envie d'acheter plutôt quelque chose de éco-responsable quelque part qu'autre chose. Mais en fait, derrière l'éco-responsabilité, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que les normes environnementales sont meilleures et que mon actif à la revente, il sera plus facile à revendre. Et que je sais que, énergétiquement parlant, je m'inscris dans une démarche qui est plus éco-responsable, mais donc pour moi plus utile et plus profitable sur le long terme. Donc en réalité, je ne sais jamais si c'est un discours pur, avec une intention pour la planète, ou si c'est un bon sens stratégique total de dire ça sera plus cher à la revente quand j'aurai envie de m'en débarrasser. Très bien, très bien. Donc, c'est un point de vue complémentaire. Hein. Il y a une question que j'aimerais poser, parce que, bon, vous avez tous des expériences un peu différentes. Je sais que Eurial est allé vers l'Europe. MoneyOne a des produits diversifiés en Europe. Livret-P, je ne sais pas si vous achetez... Pardon? Bientôt, mais pas encore. Joël, c'est de l'immobilier en France. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, finalement, est-ce que les clients, même les tout petits, sont sensibles au fait de ne pas acheter seulement en France? Thierry? La réponse est oui. Enfin, ce qui est important, c'est d'abord comprendre effectivement les besoins du client et ensuite lui dire, je reviens sur le terme de compréhension, lui dire comment on fonctionne. En ce qui nous concerne, quand on va acheter des actifs de santé, on n'a pas de limite géographique, mais on a surtout le respect d'un cahier des charges
qui est extrêmement strict et qui est de plus en plus exigeant parce que, et c'est toi qui le disais, je crois, Joël, les clients sont vraiment de plus en plus exigeants. Donc, on a édicté un cahier des charges qui est extrêmement sévère, encore une fois, et on se doit d'y répondre. Quand on ne trouve pas la réponse à ce cahier des charges sur le territoire français, on va pousser les frontières. On les a poussés en Europe et on a même traversé l'Atlantique, pas à la nage, je te rassure, pour aller au Canada. Parce que là, on a trouvé effectivement un creuset extrêmement important qui nous permet de répondre à ce cahier des charges sur la durée des baux fermes de très long terme, des baux qui sont négociés et payés en euros, donc on gomme les risques de change, des baux qui sont triple net, et en vue du respect des normes environnementales, etc., c'est devenu extrêmement impactant, extrêmement important, donc ça pèse également. Également des baux ou des loyers qui sont indexés avec la faculté d'un locataire qui est en capacité d'absorber ces évolutions de loyer. Dans le domaine de la santé, on est assez à l'aise puisqu'on est sur des actifs monovalents, monolocataires, dont une partie du prix de résidence, entre guillemets, est pris en charge par les pouvoirs publics. Donc on est assez à l'aise avec ce genre de choses. Donc c'est ça qui est important pour nous. Et encore une fois, on ne s'est pas donné de limites géographiques, et la frontière chez nous, c'est la frontière internationale, donc on n'est pas encore allé sur Mars, mais bon, s'il y a des établissements de santé... Mais ben voilà, puisque tu parles de Mars, est-ce qu'au niveau des CGP ou des clients, est-ce que ça les rassure que vous alliez à l'international, ou est-ce que c'est les enthousiasmes? Autrement dit, est-ce que c'est un moteur aujourd'hui? Est-ce que c'est une demande aujourd'hui? Alors, c'est une demande, et là aussi, j'entendais hier un propos qui disait que tu saurais d'ailleurs mieux nous guider encore, compte tenu de tes missions, que les investissements à l'international pour l'ensemble des SCPI, on n'a jamais vu ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, le terrain de jeu s'est étendu. Et encore une fois, on a maintenant la chance de pouvoir pousser les frontières comme on veut. Alors peut-être pas partout en ce moment, il faudra être un peu prudent du côté de l'Est. Mais sinon, voilà, on a un terrain de jeu qui nous permet vraiment de nous accomplir et de, encore une fois, trouver chaussure à notre pied en matière de cahier des charges. Donc oui, ça enthousiasme les distributeurs. Parce que là aussi, il y a une histoire à raconter. Encore une fois, c'est dire, il faut absolument qu'on soit calqué sur ce pourquoi vous nous avez mandaté, vous, chers clients, parce que je rappelle qu'un CGP, finalement, est mandaté de fait par un client pour trouver la meilleure solution au meilleur moment et pour tout le temps. Important. Donc là-dessus, c'est parfait comme contrat, ça. On coche pas mal de cases pour être en raccord avec l'immobilier, mais ce sont des vrais engagements. Donc encore une fois, nous, on prend le contrat en main en disant, voilà, les différentes cases à cocher pour répondre à ces exigences. Encore une fois, la France ne nous suffit pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France, mais la France et l'Allemagne, ces dernières années, c'est pas tout à fait vrai l'année précédente, parce qu'on s'est réinvesti beaucoup en France néanmoins, mais la France et l'Allemagne notamment étaient des terrains de jeu qui étaient trop investis, trop visés en quelque sorte par les investisseurs, et on n'y trouvait plus chaussure à notre pied en matière de réponse au cahier des charges, notamment en matière de prix et donc de rendement. Très bien. Alors moi j'ai une autre question à poser, là qui va revenir plus vers notamment Antoine et Nadim, mais sans oublier Joël. C'est finalement, est-ce qu'il y a une demande de la part des clients forte pour l'évolution digitale? Vous êtes un peu de ce côté-là, mais est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu? Oui, clairement. Et puis, de toute façon, je peux pas. À Joël, ce qu'en pense sa clientèle. Je ne peux pas répondre non à cette question, de toute façon. De base, aujourd'hui, clairement pour les jeunes et de plus en plus aussi pour les personnes d'un certain âge, il y a une demande vers la simplicité, vers l'accessibilité. Tu en parlais tout à l'heure, de fait de pouvoir à 2h du mat prendre son téléphone ou aller sur son ordi et pouvoir placer 200 €, 500 €, 1000 €, parce que voilà, juste on y a pensé à ce moment-là ou parce qu'on a trop bu. L'idée en fait, c'est vraiment de rendre les choses accessibles et le plus simple possible. Et aujourd'hui, les investisseurs recherchent ça. On veut tout de suite. Et c'est pour tous les produits de consommation et l'investissement aussi. Allons plus loin. Est-ce qu'ils vont aller sur ChatGPT pour demander ce que vaut le livret P? Je sais pas. Je fais exprès de poser la question parce que, autrement dit, est-ce que les investisseurs ont vraiment tendance, en tant qu'investisseurs particuliers, à basculer vers toutes les ressources du digital? Antoine, pour répondre à cette question, il n'y a qu'à regarder le volume d'investissement qui est fait par les banques et les grosses entreprises en dehors des
petits distributeurs comme nous qui sont faits sur le digital. Il y a énormément de développement et énormément de canaux d'acquisition et de distribution qui sont en train de se créer. Et tout le monde, les banques y vont. Quand on regarde le volume de promotion et d'acquisition média, pour la première fois l'année dernière, a dépassé le volume de pub sur du papier. Donc ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, il y a des consommateurs qui consomment de plus en plus à travers le digital. Et justement, la finance ne doit pas rester à quai, entre guillemets. Donc nous, ici, nous sommes à Finance Innovation. Exactement. Il y a des PropTech Donc qui trouvent des solutions justement pour ça. C'est bien pour ça que je pose la question. Est-ce que les épargnants sont également moteurs pour aller plus vers le digital, quoi? Aujourd'hui, les gens n'ont plus envie d'écrire, n'ont plus l'expérience d'écrire, de remplir des documents, d'aller les signer à la main. Tout se fait de manière digitale. Le document doit être téléchargé automatiquement, les informations doivent être rentrées automatiquement. On l'avait vu, juste en lançant le livre épais au démarrage, on demandait tout un tas de questions et l'onboarding, les premiers mois, pouvait être un peu long. Et en fait, en faisant l'analyse, on a vu que même à 30 secondes d'écart ou 1 minute d'écart pour juste créer ton compte et pouvoir valider ton identité, ça faisait une énorme différence. Et il y avait un drop dans les utilisateurs. Je relève un autre point parmi tout ce que vous avez dit, messieurs. Je suis désolé, il n'y a pas de femmes, on est très mauvais en parité. C'est désolé, je m'en aperçois à l'instant, mais ça n'a pas été fait exprès. Ce que je note quand même, c'est que dans les attentes, il y a aussi le temps. L'immédiateté est dans la manière de consommer, mais de tous les jours. Elle est liée au digital. Elle est liée au digital, quoi qu'il arrive, parce que imprime tes documents, remplis-les à la main, scanne-les, envoie-les. Et là, automatiquement, tes éléments d'information sont déjà pré-remplis sur le document. Compris. La signature, elle est automatique. Compris. Joël, avec une clientèle plus traditionnelle, on dira. Alors, je ne sais pas si c'est le traditionnel, mais comment traduire ça par rapport au digital chez nous. Alors, nos clients nous demandent de tout faire pour eux, donc ça ne les intéresse pas le digital. Mais en revanche, ils vont beaucoup se balader sur Internet, ils appellent leurs collaborateurs pour leur expliquer ce qu'il faut savoir. Puis après, ils le valident auprès de nous. Donc c'est un peu spécifique. Notre modèle n'est pas un modèle typique. En revanche, sur la digitalisation et surtout l'évolution technologique. Aujourd'hui, nous, on est plutôt préoccupés et interrogés autour du Web3. Alors, on passe au PSAN, ce qui va nous résoudre la problématique réglementaire de la commercialisation d'actifs numériques qui sont inscrits dans la blockchain, que ce soit NFT ou cryptocurrency. Et demain, on verra dans le métavers ce qu'on va faire. Et notamment, je parle d'immobilier, là, en l'occurrence. Et donc, sur une certaine typologie de clientèle de gens jeunes, alors quand je dis jeunes, c'est parfois moins de 30 ans, mais qui ont déjà cédé une première entreprise et qui ont plusieurs dizaines de millions à investir, français ou non français d'ailleurs. Alors, les non-français, d'ailleurs, aiment beaucoup l'immobilier français. C'est assez intéressant de voir qu'on a un très beau pays qui est très attractif. Et que donc, avoir quelque chose en France, c'est très bien d'avoir quelque chose en France. En revanche, notre mode de fonctionnement leur semble... Tu parlais du temps, Nadim, le rapport au temps, et Antoine aussi, et notamment ces jeunes qui ont fait fortune et qui sont dans les nouvelles technologies pour la plupart d'entre eux, ils sont tous dans les nouvelles technologies. Le temps nécessaire d'une mutation immobilière qui prend 3 mois, ça les rend fous. Donc, 3 mois si tout va bien, quoi. Et puis, à plus, quand on voit les taux de crédit qui changent tous les mois en ce moment avec la réforme, ça les énerve passablement. Donc, du coup, c'est pas comme ça qu'ils ont tellement envie de faire. Donc, nous, on nous fait travailler sur la titrisation. Donc, on passe, alors ça, on connaît la titrisation par cœur. On passe de l'immobilier dans la pierre en immobilier papier. On a parlé tout à l'heure des SCPI, des OPCI, ce genre d'actifs en immobilier papier. Mais l'immobilier papier, donc la titrisation, on la transforme ensuite en NFT. Et donc l'exploitation de la blockchain sous forme de NFT, pour cette typologie de clientèle, c'est quoi? Parce qu'eux ont tous un wallet, et s'ils n'ont pas de wallet, on sait comment un portefeuille numérique sécurisé. Ce qui les intéresse dans la blockchain, c'est sécurisation, transparence, traçabilité. Et demain, ils envisagent de vendre ces actifs qu'ils ont doublement titrisés, finalement. C'est une double titrisation, sous forme de cession de NFT par rapport à une plateforme dans un gré à gré. Et là, c'est instantané, avec la chaîne des droits qui est immédiatement garantie. Et c'est là-dessus que nous travaillons, nous, en fait, pour notre clientèle haut de gamme. C'est exploiter les outils de la blockchain et du Web3 pour leur garantir les meilleures transactions possibles avec le maximum d'efficacité et de rapidité. Et là, pour le coup, c'est de la vente à l'international. Ça pose plein de questions fiscales. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ici, mais enfin, c'est assez passionnant. Très bien. Thierry. Très bien. C'est intéressant. Un petit complément. En tant que fournisseur des conseillers de type CGP, etc., aujourd'hui, on a vu l'évolution fondamentale
sur ces nouvelles technologies, puisqu'aujourd'hui, dans le top 20 des personnes avec qui je travaille, bon, j'ai la chance d'avoir signé à peu près 450 partenariats, donc on a eu un rôle d'observateur qui est intéressant, comme tu le disais tout à l'heure. Maintenant, le top 20 aujourd'hui, il y a maintenant une majorité d'acteurs Internet. Donc, de fait, aujourd'hui, Internet a pris son rythme de croisière et ça va encore progresser, bien évidemment. On en est très heureux parce qu'effectivement, on est dans l'ère de l'immédiateté, de la transparence et de la compréhension dont je parlais également tout à l'heure. D'accord. Donc, si je voulais résumer en très bref, parce que je vois que sur l'horloge, il reste 0 minutes 00 secondes, je vais être très bref. Je dirais que la clientèle veut toujours plus accessible, toujours plus simple, toujours plus compréhensif, toujours de la performance. Elle bascule vraiment vers le digital, pas encore complètement vers le sens, mais c'est un mouvement qui se dessine. Messieurs, j'ai trouvé très intéressant tout ce que vous avez dit. Et je vous félicite. Merci.